Je vous présente aujourd'hui notre 426e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Bon, alors vous avez votre maison, votre bureau de Saint-Cloud perquisitionné de nouveau cette semaine. Ça devient une habitude. Oui, c'est la troisième fois. Oui. C'est la troisième fois et qui a été suivie d'ailleurs le lendemain d'une perquisition générale dans les locaux du Front National. Oui. Mais je crois avec la même équipe, à la vérité, ils étaient 18. Ils avaient déjà perquisitionné, je pense, à Rueil, chez monsieur Gérin. Et puis, ils sont venus à 11h, et de 11h à 10h du soir, ils ont été avec un procureur, un commissaire de police et 16 policiers, fouillant comme d'habitude, si j'ose dire, dans les différents papiers, saisissant un certain nombre de documents, et tout ça sans nous dire, sans que le procureur veuille dire à mon avocat quelles étaient les raisons de cette perquisition. Et ce n'est qu'à la fin au moment de signer les comptes rendus, parce que je dois signer, je peux aussi refuser de signer. Donc on m'a montré, c'est comment dirais-je, une plainte contre X pour abus de confiance et recel d'abus de confiance. Voilà. Alors je pense que c'est à la demande du Parlement européen que ces perquisitions ont eu lieu. Le Parlement européen m'accusant, alors que je ne suis plus au Front National, oui, officiellement, oui. et accusant les députés du Front National de se servir de leur poste d'assistant pour entretenir en quelque sorte des gens qui ne mériteraient pas de l'être. Bon, il est évident qu'il s'agit là d'une offensive politique qui a été déterminée et mise en œuvre par les socialistes complices, le président socialiste allemand du Parlement européen, Schulz, et Madame Taubira, qui était encore en activité à ce moment-là. Oui. Et c'est probablement cette conjonction de gens qui sont peut-être aux abois, compte tenu de la proximité de l'élection présidentielle et des élections législatives de 2017, et qui sont prêts à faire n'importe quoi, n'importe quelle violence. Alors, je dois vous dire que préalablement, j'avais reçu du secrétariat général fonctionnaire du Parlement européen une décision, dans une forme d'ailleurs solennelle, n'est-ce pas ? Le secrétaire général du Parlement européen décide. Et il décide quoi? Il décide de m'obliger à rembourser 320 000 euros. Vous entendez bien? Vous êtes assis. 320 000 euros qui représentent le salaire de mon collaborateur, M. Jalk, qui est évidemment un des dirigeants du Front National et qui fait de la politique. La preuve, c'est qu'il est même maintenant député européen. Bon. Et donc, on me demande de rembourser, et ceci sous 2 mois, n'est-ce pas? Car à partir de 2 mois, et sans que les recours interrompent cette nécessité d'avoir à commencer à payer, n'est-ce pas? On va commencer à retenir sur mes traitements les sommes en question. Alors, d'abord, je voudrais faire une première observation, c'est que ce monsieur, je cherche son nom, c'est un cousin germain, mais il s'appelle Klaus Welle, n'est-ce pas? C'est lui qui est secrétaire général, c'est-à-dire c'est un fonctionnaire qui fait la loi aux parlementaires. Et il y a là un véritable problème institutionnel, parce que si l'administration, c'est-à-dire si les bureaucrates, largement et grassement payés, d'ailleurs, je serais curieux de savoir quel est le traitement de ce monsieur Welle, secrétaire général. C'est intéressant. Savoir aussi combien de députés ont été soumis à ce genre de procédure. Mais je l'accuse d'ores et déjà de mensonge, puisque dans son placet, il déclare, après avoir entendu Jean-Marie Le Pen, « Jamais je n'ai été entendu par M. Welle ». Et par conséquent, c'est un mensonge, et même, je dirais, une forfaiture. Et je me réserve le droit d'en demander justice devant les organismes compétents, encore que je devrais m'adresser à la justice européenne,
qui on peut penser par définition est européiste. Alors que moi, je suis un des leaders de l'euroscepticisme. Je suis un de ceux qui, depuis le début, et je suis député européen depuis 32 ans, combattent l'Union européenne dans sa conception fédérale. Et donc je suis un ennemi et qui met en cause aussi le rôle de l'administration et d'une bureaucratie qui devient de plus en plus pesante et qui maintenant peut exercer un véritable chantage sur chacun des députés, car il suffira de le menacer, de mettre en cause l'usage qu'on fait des fonds réservés aux assistants pour que celui-ci, eh ben, évidemment, suive la ligne qu'on pourrait lui suggérer. Alors c'est extrêmement grave et les arguments que nous avons avancés n'ont pas été retenus et n'a pas été tenu compte du fait que mes papiers ont brûlé dans l'incendie et que l'avenant que je devrais fournir et l'explication, car il m'est demandé aussi l'explication de ce que fait l'assistant pour moi. Alors je dis bien sûr c'est confidentiel. Ah oui, mais ça n'est pas dit, monsieur Welle, ça n'est pas confidentiel pour le Parlement européen, c'est-à-dire pour la bureaucratie. Les bureaucrates s'attribuent le droit de savoir ce que je dis à mon assistant ou ce que mon assistant me dit, ce qu'il fait au bénéfice de l'action que je mène, alors que depuis 30 ans, je n'ai jamais été l'objet d'aucune contestation que ce soit. Il s'agit donc bien d'une opération politicienne qui est menée à 1 an de l'élection présidentielle française par des complices, que j'appelle des internazis, parce que c'est internationaux socialistes. Ils ne sont pas nationaux socialistes, ils sont internationaux socialistes. Donc, et je vais bien sûr me battre devant toutes les juridictions possibles et imaginables et faire toutes les voies de recours, mais je dois savoir, car j'ai été averti qu'à partir du mois prochain, eh bien les intérêts commenceront à courir sur la dette qui m'est attribuée par le Parlement européen, dont je vous rappelle le chiffre mirobolant. Il m'est réclamé par le Parlement européen 320 000 €. Alors c'est peut-être une petite somme pour le secrétaire général, mais pour le député que je suis, c'est une grosse somme parce que ça représente 4 ans et demi de mon traitement de député. Donc on va commencer à vous saisir dès le mois prochain. Si non, mais ils vont faire des retenues, oui. Des retenues sur mon traitement. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est inadmissible. Pour commencer, et après, ils se réservent d'agir conformément au droit commun, des saisies de mes biens, la vente de mes biens, pourquoi pas, n'est-ce pas? Et concernant la perquisition qui a eu lieu donc avant-hier au Carré, au siège du Front National. Alors les perquisitions, semble-t-il, avaient pour but de démontrer que les postes d'assistants étaient occupés par des gens qui travaillaient pour le Front National. Alors, dans mon cas, c'est pas le cas, parce que je ne suis pas... oui. J'ai été exclu du Front National. Mais la logique n'a pas grand-chose à faire dans tout cela. Et au moment où l'Europe trébuche, n'est-ce pas, où on se demande si on ne va pas avoir Brexit ou peut-être Fraxit. Parce qu'après tout, la France pourrait aussi sortir de ce piège dans lequel elle est engoncée, coincée depuis de nombreuses années et qui l'accule à avoir perdu sa souveraineté et ses moyens d'action, en particulier contre le drame de l'immigration massive qui est en train de se produire à notre détriment. Alors justement, à l'instant, Président, vous évoquiez le Brexit. Pensez-vous que justement, dans le cadre de ce Brexit, comme il se murmure à Bruxelles, l'avenir du Royaume-Uni soit en jeu? Oui, il est possible que cette sortie de l'Angleterre, du Royaume-Uni, ait des conséquences sur le plan intérieur. On sait qu'il y a des mouvements séparatistes notamment en Écosse, oui. Et que ce bouleversement va certainement entraîner une série de conséquences peut-être imprévisibles. Bien, alors revenons, si vous le voulez bien, à l'attentat d'Ankara, donc en Turquie. À qui, selon vous, profite le crime? Et quel aurait été l'intérêt, d'après vous, pour les Kurdes, de provoquer des attaques justifiées en retour donc d'un attentat? Non, ça, je crois que le PPK est en guerre
contre la Turquie. Oui. Les Kurdes sont en guerre contre la Turquie, et réciproquement, et c'est une action de guerre. Mais il est évident que M. Erdogan, lui, a des avions pour bombarder les Kurdes, alors que les Kurdes n'ont que des bombes à poser, je pense. Non, je pense que c'est dans la logique de la guerre intérieure, la guerre civile, qui frappe la Turquie. Voyez-vous se profiler à l'horizon une possible et non souhaitable, bien entendu, troisième guerre mondiale? Oh, je crois que nous sommes vraiment sur le fil du rasoir, et que d'abord nous sommes menacés par une crise bancaire, monétaire gravissime, et peut-être aussi, qui sait, par des conflits qui peuvent se déclencher. La situation internationale est extrêmement instable, et on sait très bien que certaines forces, certaines puissances règlent les problèmes autrement que par la négociation. Alors le pape François se mêle désormais des élections américaines. Vous aviez un mot à dire à ce sujet? Oui, il me semble assez loin tout de même de sa fonction, et intervenir directement dans la campagne américaine et dans les relations entre le Mexique et les États-Unis relativement aux problèmes migratoires, car il a choisi de faire cette déclaration à la frontière des USA et du Mexique, et il a pris à partie directement un des candidats, M. Trump, pour dire que M. Trump, qui est un adversaire résolu de l'immigration et de l'islam, il faut le dire, en disant que refuser, faire des murs au lieu de faire des ponts, ça n'était pas chrétien, et donc que M. Trump n'était pas chrétien. Alors cette déclaration me paraît extrêmement grave, et je ne sais pas si Sa Sainteté le Pape est vraiment préoccupé par le problème des migrants. Je lui conseille vivement d'ouvrir les portes du Vatican et peut-être d'accepter de recevoir 10 000 ou 20 000 migrants dans les grands salons, les chambres, enfin les bâtiments de l'État du Vatican dont il est le chef. Oui, en effet, c'est à lui suggérer. Alors, vos lectures, cher président, où en êtes-vous? Ah, j'ai lu un livre très intéressant qui s'appelle « Au nord, il y avait les corons », c'est la chanson que vous connaissez. « Au nord, il y avait les corrompus », les corrompus. Et M. Éric d'Arc, qui ne fait pas partie de la famille de Jeanne d'Arc, mais qui mériterait dans un certain sens, parce que il lance en avant sur les voleurs, les truqueurs, en particulier du Nord, parce qu'il est du Nord, Pas-de-Calais, qui est un fief socialiste, vous savez, depuis 100 ans presque. Oui. Et il dénonce un certain nombre de faits de corruption, pas seulement socialiste, aussi de droite, et montre que l'argent des contribuables est largement utilisé à l'échelon des politiciens pour se faire, il s'agit de dizaines, voire de centaines de millions. Et c'est un livre très intéressant, Éric d'Arc. C'est aux éditions L'Archipel, et c'est sous-titré « 15 ans de lutte contre la corruption ». Vous en apprendrez des vertes et des pas mûres sur l'état de corruption de la politique française, et en particulier de l'établissement français, aussi bien de droite que de gauche. Le Front National, lui, est à l'écart de ces saloperies. Nous n'en doutons pas. Et alors, votre santé, président, et comment allez-vous? Écoutez, je me supporte. Oui. Non, ça va. Je crois que mes petits ennuis sont en voie de solution. Enfin, je suis un traitement, donc je ne saurai vraiment si ça marche qu'après la fin du traitement. Mais pour l'instant, ça ne se porte pas mal. Et votre épouse Jenny? Ah, Jenny est toujours solide au poste. Elle s'inquiétait un petit peu du sort de ses protégés. Vous savez, elle préside toujours d'ailleurs l'association SOS Enfants d'Irak, mais il n'est plus possible d'aller en Irak comme nous y allions ou comme elle y allait précédemment. Et puis il y a tant de misère dans cette région du Moyen-Orient, misère que nous avons d'ailleurs contribué à aggraver par les opérations que M. Sarkozy et Juppé avaient engagées en Libye, n'est-ce pas, et dont nous recevons très directement le contre-coup, puisqu'aussi bien il n'y a plus de barrage
aux migrations et que, encore une fois, je le répète, nous sommes au début du commencement d'un phénomène qui menace de submerger l'Europe. Alors, il y a de quoi s'inquiéter et souhaiter qu'un pouvoir national arrive le plus tôt possible pour essayer d'endiguer cette menace mortelle. Sur ces paroles très peu optimistes, je vous remercie 1000 fois, mon cher président, et nous nous retrouverons alors la semaine prochaine. Courage. Oui, au les cœurs. Au les cœurs.